Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Carrefour de Limo. On est très heureux de vous retrouver ici en direct sur le Facebook Live du Figaro. Carrefour de Limo, on va aborder en fait toutes les thématiques autour de l'immobilier, à la fois le neuf, l'ancien, le prestige, et puis on va décliner en fait un thème. Et aujourd'hui, on a décidé en fait de décliner le thème de la location touristique ou la location touristique saisonnière, nous le verrons. Autour et dans le plateau, 3 journalistes du groupe. Tout d'abord, Valérie Valenstein, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec vous, Valérie? Alors, on va voir dans un premier temps les formalités administratives pour mettre en location meublée touristique un logement, parce que ce n'est pas si simple. On verra. Voilà. Et puis ensuite, on verra le match entre la location meublée touristique et la location meublée à usage de résidence principale, c'est-à-dire pour des durées beaucoup plus longues. Très bien. Ludovic Clérima, journaliste à Explorimo. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on verra avec vous? Alors, on va parler conciergerie en ligne et maison coquillage. Je ne vous en dis pas plus. Très bien. Quentin Périnel, journaliste chroniqueur au Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous, moi je vais vous parler d'une recette, la recette un peu miracle en fait pour meubler convenablement et avec goût une location Airbnb classique. Donc ça peut paraître un petit peu bullshit, un peu décalé, mais en fait c'est essentiel. Il y aura des conseils, des astuces absolument essentielles, incontournables. Bon, on a hâte. Et puis une invitée de marque, de prestige, c'est Maud Welter. Bonjour, on est très content de vous recevoir. Merci vous êtes à en fait vous. directrice de Legis, qui est spécialisée en fait dans la location meublée. Exactement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est une société qui est basée à Paris, effectivement, qui fait de la location essentiellement temporaire et à titre de résidence principale. Alors à destination d'une clientèle très internationale, puisqu'on a à peu près 2 tiers de clients, enfin 1 tiers d'Européens, 1 tiers de personnes qui viennent du reste du monde et 1 tiers de Français. Voilà, donc c'est un marché qu'on connaît bien. D'accord, on aura besoin évidemment de votre expertise. On vous le rappelle, vous pouvez intervenir. Nous sommes en direct sur le Facebook Live. Alors, Airbnb, Homely abritel, vous les connaissez, ce sont ces sites de mise en relation, ces plateformes qui permettent d'avoir un pied-à-terre, de louer une chambre, une villa ou un château pour une nuit ou un week-end, pour les vacances. Partout dans le monde, on en profite, mais c'est aussi devenu un véritable business. 3 chiffres tout d'abord pour illustrer en fait le phénomène. Premier chiffre, alors, on va le voir, c'est 60 000. 60 000, c'est le nombre de logements proposés sur le site Airbnb uniquement à Paris. Première destination touristique mondiale, c'est assez étonnant. Le deuxième chiffre, 2,5, 2,5, là on parle de rentabilité. En fait, louer une petite surface à des touristes serait 2,5 fois plus rentable dans la capitale que de le louer à l'année de façon classique. On verra si c'est vrai, justement. En tout cas, c'est le rendement de la location saisonnière comparé à celui de la location longue durée classique à Paris. Et puis, un troisième chiffre, alors c'est 20 000. En fait, c'est moins 20 000. C'est le nombre de logements parisiens qui ont été retirés du marché locatif de longue durée depuis 2009. C'est ce qu'estime en fait la mairie de Paris. Beaucoup ont été transformés en meublés touristiques. Ça pose évidemment des problèmes. Ça pose des problèmes de logement pour les Parisiens. On va démarrer justement côté pratique avec vous, Valérie. On sait qu'on peut dire que transformer en fait un logement en location touristique, ça paraît un bon plan. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire concrètement déjà, qu'on soit propriétaire ou locataire? La première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit ou non de ma résidence principale? Si la réponse est oui, vous pouvez, dès lors que vous êtes propriétaire, la louer 4 mois dans l'année en location meublée. 4 mois, pas plus. 4 mois, pas plus, absolument, c'est très strict, sans avoir aucune autorisation à demander, que ce soit la mairie, à la copropriété. Vous louez en toute liberté 4 mois dans l'année. Attention, ça c'est valable si vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire, la loi vous impose de demander l'autorisation à votre bailleur de sous-louer votre logement. Et c'est pas une formalité qui est anodine, parce que ça peut être une clause de résiliation du bail si le bailleur s'aperçoit que votre propriétaire s'aperçoit que vous avez loué. Et si le locataire le fait pas justement, si dans son coin en fait, voilà, il met en location, il sous-loue en fait, quels sont les risques? La résiliation du bail. Et c'est vrai que maintenant, avec tous les sites, les portails d'annonces Internet, les logements sont quand même facilement repérables.
On peut estimer, Maud Welter, le nombre en fait justement de locations un petit peu illégales qu'il pourrait y avoir. Alors, il y a Paris, mais il y a tout le reste. C'est difficile de les estimer, mais c'est très intéressant de dire qu'effectivement, le locataire risque la résiliation du bail. On a des exemples de condamnations aujourd'hui de propriétaires qui ont vu leur appartement sous-loué sur Airbnb et qui, en faisant des copies d'écran, ont réussi à obtenir la condamnation du locataire et même à verser des dommages et intérêts. De quel ordre à peu près qu'on se rend compte Là, récemment, il y a eu une jurisprudence où le propriétaire a obtenu 5 000 € de dommages et intérêts et la résiliation du bail. Donc voilà. C'est pas non plus 5 000 €. Non, pas... mais c'est une jurisprudence qui est marquante et qui peut rassurer également les propriétaires. Il ne faut pas rester inactif et il faut agir quand on a un locataire qui sous-loue alors qu'il n'a pas été autorisé à le faire. Et il faut savoir également qu'il a le droit de sous-louer avec l'autorisation du propriétaire, mais y compris sur le montant du loyer qui ne peut en aucun cas être supérieur au loyer que lui-même paye. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Alors, il y a une question de Pierre qui demande est-ce qu'il faut établir un contrat ? Ah oui, bien sûr. Indispensable d'établir un contrat de location. D'abord, c'est une protection pour le propriétaire bailleur, mais également pour le locataire. Et c'est bien souvent quelque chose qui est oublié. Il faut savoir que dans le cadre de la location saisonnière, normalement, le contrat est obligatoire. Très bien. Donc, c'est important de le faire. Parfait. Merci pour ces précisions. Valérie, alors, on poursuit. Donc, légalement. Donc, légalement, ma résidence principale, 4 mois dans l'année, tout va bien. Ensuite, si ce n'est pas le cas, j'ai des autorisations à demander. Donc, il faut déjà que je me déclare en mairie comme loueur en meublé. Il faut que je me déclare à mon centre des impôts comme loueur en meublé. Et il faut que je demande l'autorisation à la copropriété de louer en meublé. Ça, c'est le cas général. Et là où ça se corse davantage, c'est dans les grandes villes et en première couronne parisienne et les banlieues autour de Paris, où là, il y a une autorisation spécifique à demander en mairie, qui est une autorisation de changement d'usage. D'accord. Voilà. Et parfois, à Paris notamment, cette demande de changement d'usage s'accompagne de pénalités financières, entre guillemets. Vous êtes obligé de verser ce qu'on appelle une compensation à la mairie, ce qui peut enchérir le coût de votre opération. Y a-t-il des demandes spécifiques auprès des copropriétés, notamment, où on évoque aussi régulièrement quand il y a des problèmes de nuisances très fortes ou de balais de valises comme ça, des nuits entières? Mais il y a une autorisation à demander à la copropriété, en fin de compte, qui recoupe un petit peu celle que vous devez demander à la mairie dans certaines communes. C'est-à-dire que dans tous les cas, dès lors que ce n'est pas votre résidence principale, vous êtes obligé de demander une autorisation à la copropriété, puisqu'il s'agit, en fin de compte, ce qu'on appelle juridiquement d'un changement d'usage. C'est-à-dire qu'un local qui est loué meublé n'est plus considéré comme un logement, mais considéré comme un local commercial. Donc il faut qu'il y ait un accord de la copropriété. D'accord. Je crois d'ailleurs que la mairie de Paris, elle est assez dure dans sa politique. Il y a eu des opérations qui ont été menées dans le Marais pour justement des problèmes de cet ordre-là. Absolument, de location meublée sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire de location meublée surtout qui préalablement oui. n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de changement d'usage. Vous continuez bien sûr à nous poser vos questions. On parle de cette location touristique saisonnière. Une question à propos des assurances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut s'assurer, justement? Alors, oui, c'est important d'être assuré, là aussi. C'est fondamental. Oui, alors, c'est pas une obligation légale, mais c'est évidemment, ça fait partie des obligations qu'il faut intégrer dans le contrat de location. C'est essentiel que le locataire ait son assurance. Alors, ça peut être une assurance villégiature. Bien souvent, pour des Français, c'est déjà compris dans leur assurance habitation principale. Mais c'est important parce que le locataire est responsable. Et la pire des responsabilités, j'allais dire, c'est quand il y a un incendie, puisqu'il y a une présomption de responsabilité pour l'occupant. Il faut qu'il y ait un incendie, c'est ça. S'il y a un incendie, il y a une présomption de responsabilité de l'occupant. Et donc, là aussi, on a déjà eu des cas où, à la montagne, un chalet à Megève, pour une location de 15 jours, le chalet a brûlé. C'est le locataire qui, malheureusement, n'était pas assuré, qui a été jugé responsable. Donc, c'est vrai que c'est un point vraiment important. Il faut que les propriétaires soient très attentifs à ça. Après, il peut y avoir des options où, il faut qu'ils voient ça avec leur assureur, mais ils peuvent prendre une assurance pour le compte du locataire, et à ce moment-là, ça couvre les dommages qui seraient causés par le locataire, et ça peut couvrir cette responsabilité en cas d'incendie. D'accord, donc ça c'est important. Merci à Thiam qui nous suit du Sénégal, merci. Bendy nous dit, un copain a loué à Paris à des touristes péruviens qui ont tout détruit. C'est pas le fait qu'il soit péruvien. Oui, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait demandé l'autorisation à son propriétaire? Voilà, alors déjà,
Oui. Alors ça, c'est des situations effectivement dramatiques, entre guillemets. Il faut savoir quand même que quand on loue en meublé, la plupart des locataires sont respectueux des appartements. Les cas de dégradation, c'est rare. Ça se passe bien, quoi, 95%. Quand même, voilà, en fait, c'est quand même assez rare. Quand ça se produit, malheureusement, alors soit la personne a pris un dépôt de garantie qui peut être demandé au moment de l'entrée des lieux. On demande au locataire de verser un dépôt de garantie qui est là pour couvrir justement les dégradations. Qu'on peut retenir, du coup, quand le locataire s'en va, on va retenir les dégradations sur ce dépôt de garantie. Si vraiment l'appartement est complètement détruit, le conseil, c'est de faire passer un huissier pour faire la sortie des lieux, constater l'état de l'appartement, à condition que le locataire, on sache où il habite et qu'il soit solvable. Très bien, vous continuez à intervenir, à poser vos questions. Valérie, alors on continue. Bah là, je crois que c'est. Je pense que là, on a fini cette petite partie. Déjà pas mal de contraintes. Ludovic, Il faut quand même savoir que des plateformes comme Airbnb, par exemple, proposent une assurance justement pour les personnes qui mettraient en location leurs biens. Et ils couvrent jusqu'à 800 000 €, il me semble, à condition que... Voilà, il y a pas mal de petites lignes. Très bien. Il faut lire les lignes. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que cette idée d'annoncer un énorme montant de garantie, voilà, faut voir ce que ça comprend. Et, généralement, ils excluent les œuvres d'art, tous les bijoux. Voilà. Alors, de toute façon, le principe, quand on met en location meublée, il faut éviter tout ce qui a une valeur sentimentale et tous les objets, effectivement, œuvres d'art, etc. Vaut mieux les retirer des appartements avant de mettre en location. C'est un conseil. Et juste, je me permets juste de réagir par rapport à la copropriété. C'est vrai que vous disiez qu'il fallait l'autorisation de la copropriété. Ça dépend aussi de l'immeuble dans lequel on se trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des immeubles qui sont destinés uniquement à l'habitation bourgeoise. Et donc, à ce moment-là, de façon stricte, à ce moment-là, effectivement, l'immeuble peut être une clause du règlement de copropriété qui interdirait la location meublée serait valable. En revanche, dans des immeubles mixtes où on a commerce, habitation, profession libérale, une clause qui viendrait interdire la location meublée ne serait pas valable et serait réputée non écrite. Donc ça dépend de l'utilisation qu'on fait. Le premier point, c'était il faut demander l'autorisation à son propriétaire. Mais en fait, avec tout ce qui peut se passer derrière, finalement, demander l'autorisation, et donc j'imagine avoir une autorisation écrite, c'est encore plus méticuleux que le bail ou un contrat de location initial, non? Ça doit être incroyable, les précautions qu'il faut prendre. Il faut que le propriétaire soit d'accord. Il y en a très peu qui acceptent que les locataires sous-louent. Et puis, comme je le rappelais tout à l'heure, normalement, le loyer de sous-location ne peut pas être supérieur au loyer que le locataire paye lui-même. Donc, voilà. Après, vous avez des locataires qui s'entendent très bien avec leurs propriétaires, qui comprennent que le fait de pouvoir sous-louer pendant ses week-ends, ses vacances, ça permet d'arrondir un petit peu, voilà, et donc qui l'acceptent. Mais il faut une très bonne relation propriétaire-locataire. Très bien, justement. Alors, Quentin, on va rester avec vous. Quentin, justement, recevoir des touristes dans sa résidence principale quelques mois par an ou pour un week-end, ça implique non seulement que l'appartement soit nickel, mais aussi qu'il faut peut-être avoir des idées de déco. Est-ce qu'il y a des astuces, des fondamentaux, des choses à savoir? Il y a pas mal de choses à savoir. Donc, je ne sais pas si autour de cette table, et puis vous qui nous regardez, vous avez déjà booké, réservé d'ores et déjà votre location saisonnière, parce qu'il faut savoir que là, vous allez y venir. On va arriver dans un rush. L'année dernière, Airbnb, par exemple, a enregistré en France, pas que à Paris, qui avait eu 2 fois plus de touristes qui avaient réservé par rapport à l'été précédent. Donc 2 fois plus en un an, c'est quand même énorme. Et ces touristes, eh bien, quand ils louent, nous aujourd'hui on est journalistes, mais parfois on peut, comme tout le monde, comme n'importe qui, on fait une réservation, et ben on est tous assez exigeants. Donc il faut que tout soit propre. Olivier, vous l'avez dit. Voilà, on voit quelques images. C'est la moindre des choses. Donc là, après, c'est très très propre évidemment. C'est les photos qui sont mises sur leur site. Donc a priori, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est la moindre des choses, que ce soit propre, mais surtout il faut que la décoration soit élégante, raffinée, faire des efforts, et que l'atmosphère soit légère. Et ça, donc voilà, il faut. C'est vital, c'est important, bien sûr. Je vous vois faire les gros yeux, mais c'est très important parce que quand on rentre dans un endroit qu'on a loué, qu'on a payé, on est bien évidemment que ce soit très agréable. Donc on ne met pas tous les vieux meubles de famille dont on a pu hériter à droite à gauche. On n'a pas besoin du 5 étoiles en fait. On n'a pas besoin du 5 étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains voyageurs sont à la recherche du luxe, ils veulent du premium. Ils trouveront leur bonheur d'ailleurs. C'est pas l'offre qui manque. Il y a plein d'appartements qui sont alloués, qui sont prestigieux, qui sont haut de gamme. Mais il faut garder en tête que la majorité des personnes qui louent, c'est des gens qui veulent vivre une expérience hors de chez eux.
tout en ayant l'impression de se sentir chez eux. Donc c'est un peu paradoxal. On veut se sentir comme chez soi, comme à la maison. Et ça, justement, c'est cet esprit comme à la maison qu'il faut cultiver quand on est propriétaire, quand on loue son bien. C'est ce à quoi on doit penser. Il faut se dire, il faut qu'il ait l'impression d'être chez lui. Bon, évidemment, on connaît pas tous les locataires, mais bon, il y a quand même des... Et comme à la maison, il y a des recettes miracles, justement, dans le domaine, comme à la maison? Bon, je suis pas le Panoramix de la déco, j'ai pas la recette miracle, malheureusement, mais tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Peu importe le bien, d'ailleurs, loué, mais peu importe si l'appartement est très grand, peu importe combien il y a de pièces, il y a quand même quelques valeurs sûres qui feront mouche à chaque fois. Donc déjà, la première chose, c'est surtout pas trop d'excentricité, pas trop d'originalité. Ça peut plaire à une poignée de personnes, mais pas à tout le monde. Il faut être un propriétaire normal, en fait. Et en termes de déco, il vous suffit de flairer un petit peu les tendances internationales. Là, donc, en étant concret là-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut flairer les magazines Maison du Monde, les magazines de tendance, de déco, un peu les tendances mondiales. Donc là, vous avez le style scandinave, très épuré, le vintage. Pour les couleurs, c'est pareil, pas trop de couleurs vives. On va rester sur du blanc, sur du gris clair ou du taupe, éventuellement. Et puis peut-être, si on veut, une petite couleur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être éventuellement une petite couleur un peu plus vive, comme ce canapé de couleur orange. Donc ça, c'est essentiel, mais surtout, donc Olivier, Olivier et tout le monde d'ailleurs, je vais vous laisser deviner le point essentiel d'un appartement. C'est moins de la déco, ça reflète plus du confort. Le canapé, lit. Ça doit être ça doit être le lit quand même, non? C'est le lit, ouais, parce que la qualité de la literie, en fait, c'est indispensable, peut-être encore plus que la déco, parce que admettons que le locataire soit chez lui, bon, la déco est pas incroyable. Tant pis, c'est pas grave. Et il se couche, il se retrouve dans un matelas formidable dans lequel il va passer une nuit excellente. Donc ça, c'est le détail, à pas négliger. Et puis peut-être ensuite les accessoires, quelques plantes vertes, quelques bougies, quelques coussins posés faussement négligemment sur le canapé, et peut-être un crément, une bouteille de champagne pour les plus généreux, laissé dans le frigo. Ça aussi, ça fait son petit effet généralement. Très bien, parfait. Alors avec le phénomène justement de la prolifération, en tout cas des meublés touristiques, il y a maintenant de plus en plus des services associés, ce qu'on appelle des conciergeries, qui sont totalement dédiés. Quel type de conciergerie et comment ça marche, Ludovic Clérima? Oui, Olivier. Alors déjà, j'aimerais préciser que tous les sites dont je vais vous parler là actuellement ne sont pas liés à Airbnb. Ce sont vraiment des plateformes, ou à Britel d'ailleurs, ce sont vraiment des plateformes qui sont créées dans le sillage de ces deux mastodontes. Alors à quoi sert un service de conciergerie en ligne? Eh bien, comme nous le dit Tranquille Émile, l'un de ces services, ça sert à faciliter la vie du propriétaire avant tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux avoir un petit T2 dans le 5e arrondissement et j'ai envie de le mettre en location parce que je suis souvent en déplacement, mais je n'ai absolument pas envie de gérer la partie de gestion locative. Je vais donc sur une de ces plateformes. Alors, il y en a un nombre très très important. On a vu quelques images. J'ai une petite liste. Il y a Tranquille Émile, vous avez Welkys, B&B Care, B&B Sitter, Hostmaker. Et l'idée, c'est qu'on est sur vraiment des services qui travaillent à la Uber. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous et moi qui vont s'inscrire sur cette plateforme pour devenir des concierges. Et il y a des vraies différences, du coup, entre les plateformes de conciergerie? Il y a des différences dans les prestations qui vont être délivrées. Justement, je vais vous en parler un peu plus tard. L'idée, c'est que moi, propriétaire, je vais sur l'une de ces plateformes, je choisis les prestations qui m'intéressent, accueillir mon hôte, lui remettre les clés, peut-être faire un petit ménage derrière. Et ensuite, je m'en vais. Je lui donne les clés, je signe le contrat et c'est fini. Le concierge va arriver du coup, faire l'émission pour lesquelles je l'ai émissionné. Je le note ensuite et j'augmente ainsi sa e-réputation pour qu'il soit sélectionné. Alors c'est bien, mais ça coûte cher tout ça, non? C'est assez difficile à dire parce qu'en fait c'est beaucoup de services à la carte. Il y a une formule généralement de base. Du plus bas. Alors, le plus bas, ça va être 19,90 €. C'est la formule de base. On a droit à quoi alors? 19,90 €, c'est quoi? Accueil de l'hôte, on lui remet les clés. Ouais. On fait parfois un petit ménage, mais c'est un ménage léger. C'est pas le gros nettoyage de printemps. Ça veut dire quoi? Un ménage léger, ça veut dire qu'on va vider la poubelle. Et le lit? Non, on fait pas. On va faire le lit. Ah oui, voilà. C'est quand même quelque chose. Ça rassure quand ça. Ça rassure. La literie, très important la literie. Après on peut monter en gamme et demander des prestations supplémentaires. Il y a des sites qui vont vous permettre, par exemple, de mettre une personne chargée du ménage quotidien à disposition. La possibilité également d'avoir une assurance justement
en cas de perte des clés ou s'il y a des dégâts qui sont occasionnés chez vous. Et là, c'est les chefs à domicile. Exactement, ça c'est les services les plus haut de gamme. C'est des sites comme Mariposa par exemple qui vont carrément proposer tout un service d'activité aux locataires. C'est-à-dire Et donc là, on peut aller jusqu'à combien au niveau prix alors? Là, on va être sur du 15 à 20% du revenu locatif de la personne qui loue. Ah ouais. Donc c'est plus 19,80 €. Ah non, là c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher, ça se compte en centaines d'euros. Et l'idée justement de ces conciergeries, c'est de dire que ces services en plus qu'elles proposent pour les locataires, ça va permettre aux propriétaires d'augmenter du coup le prix du loyer qu'il va demander. Et c'est vraiment ça l'intérêt qu'il peut y avoir. Pour le propriétaire, ça va être ça. Ça va également être l'intérêt de se rassurer, c'est-à-dire du coup de confier non plus son logement à un inconnu, mais à une société qui justement est spécialisée dans ce secteur-là. Tout ce qui est intérêt, très bien. Comment fixer le prix? Comment fixer le prix? D'un appartement, Maud Welter, en location. Comment on peut fixer le Ça va prix? dépendre beaucoup de la localisation, Ouais, des c'est ça services que qui sont proposés, de la qualité du mobilier, des équipements. Voilà, et puis il va falloir se positionner par rapport à l'offre et la demande. Et c'est vrai que quand on arrive sur ces types de plateformes, qu'on veut enregistrer un bien, il faut savoir qu'aujourd'hui les testimoniaux sont essentiels. Donc quand on met un bien au départ, on n'a pas de retour de clients. Et donc ça va être de mettre peut-être son loyer avec une fourchette plutôt basse, de manière à attirer les premiers locataires pour avoir des premiers commentaires positifs, parce que c'est aujourd'hui plus qu'un classement en étoiles. Voilà, ça va être vraiment la qualité des photos et les retours des premiers locataires sur ce type de. Sachant qu'il y a des plateformes comme Hostmaker, par exemple, qui carrément peuvent vous dire quel est le bon prix à fixer, qui analysent justement le marché, qui vont rédiger à votre place votre annonce pour la rendre optimale et faire en sorte qu'il y ait le plus d'internautes possible qui viennent la visiter. Et Guillaume nous demande quels sont les prix justement dans les annonces. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une indication sur des quartiers ou sur, est-ce que vous avez des exemples? Oui, on a. Par exemple, nous on loue un appartement, un studio à Saint-Germain-des-Prés, ça va être 550 € la semaine. On a des appartements à Montorgueil avec. Alors ça dépend aussi de l'aménagement, c'est-à-dire que studio ou appartement avec une chambre pour le même type de superficie, l'appartement avec une chambre va être un peu plus cher. Quartier Montorgueil, on va être aux alentours de 550, voire 600 € en fonction des équipements proposés. Et puis après, il y a des appartements très haut de gamme, quartier de l'Étoile. Et là, ça peut aller jusqu'à. Voilà, ça peut aller jusqu'à 3 000 € la semaine, en fonction encore une fois, en fonction de la qualité des équipements et des services proposés. Et à Mazamet ou dans des villes beaucoup moins cotées. Voilà, alors après, c'est la difficulté. C'est vrai qu'il faut se renseigner sur les prix du marché. Donc après, ça peut être aussi d'aller voir une agence locale, parce que toutes les plateformes que vous avez citées font de la conciergerie. Elles existent à Paris, mais en province, il y en a quand même beaucoup moins. Donc après, il y a aussi des agences immobilières qui sont spécialisées dans la location meublée et qui vont avoir cette mission, en fait, de rechercher les locataires et d'apporter tous les services qu'aujourd'hui peuvent offrir des conciergeries. Quentin Pérignon, justement. Sachant que, vous l'avez dit, Ludovic l'a rappelé aussi, qu'on est sur des structures, des sites qui nous permettent de noter en étoiles et de laisser plein de commentaires. Donc c'est ça qui prévaut quand on regarde une annonce. Oui. Est-ce que là, vous disiez tout à l'heure, quand on loue un appartement, je sais pas moi, Saint-Germain-des-Prés, bon, c'est prestigieux, c'est sympathique, etc. Est-ce qu'on peut se permettre, du coup, on peut pas se permettre justement de louer quelque chose plus cher parce que c'est Saint-Germain-des-Prés, mais à l'intérieur d'avoir, je sais pas, un mobilier moins haut de gamme. Le fait que ce soit un lieu prestigieux, ça peut pas rattraper le reste, entre guillemets. On peut pas faire un peu d'abus. Les locataires, ils font leur sélection à partir des photos. Donc, entre deux appartements à Saint-Germain-des-Prés, celui qui est fait de briques et de broc avec les meubles de grand-papa, grand-maman, ça passera pas par rapport à celui qui est meublé même avec du Ikea ou du Habitat, mais effectivement, où il y a juste la petite touche de couleur qui va bien et la décoration épurée. C'est vrai que la déco, c'est vrai que c'est très essentiel. important. C'est essentiel aujourd'hui. Parfait. On vous rappelle qu'on parle de location touristique saisonnière. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va parler d'argent, c'est important, de rentabilité aussi. Valérie Valenstein, on revient avec vous. Si l'on devait faire un match en fait entre une location, on va dire meublée classique, et puis justement une location touristique. Oui, parce que souvent alors, je vais pas déflorer tout de suite le résultat. Suspense. Suspense, c'est comme à Cannes, on n'est pas tout de suite qui est le vainqueur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des propriétaires, il y a un dilemme qui se pose, c'est est-ce que je loue en location touristique, c'est-à-dire pour de courtes durées, ou alors en location meublée,
résidence principale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a jusqu'à les lois Allure et Macron, en fin de compte, énormément renforcé le carcan juridique autour de la location meublée résidence principale, à tel point qu'aujourd'hui, elle s'apparente quasiment, à quelques petites différences près qu'on va voir tout à l'heure, qu'elle s'apparente quasiment juridiquement à la location nue, qui est très protectrice pour le locataire et plutôt contraignante pour le... Sur la rentabilité. Sur le bail. Alors, sur la rentabilité... Alors là, entre meublé résidence principale et meublé... Alors, vous l'avez dit. Bon, bah, ça y est. Vous l'avez dit au début. Voilà. Valérie, rentabilité, location. Voilà, c'est 2 fois le louer en location touristique et 2 fois et demi plus rentable que louer C'est vrai ou c'est un peu exagéré? Là, on parlait de Paris tout à l'heure. 2 fois et demi. Ça dépend des biens, ça dépend de la localisation, voilà. Mais d'une manière générale, c'est plus rentable. Oui, alors il faut faire attention aussi au fait que quand on loue en courte durée, il peut y avoir de la vacance locative. Hein. On ne loue pas 52 semaines par an, donc il faut bien voir que le taux de remplissage de l'appartement est essentiel. Et notamment dans les stations touristiques, voilà, on va louer 9-10 semaines dans l'année. La vacance locative, non mais c'est fondamental. Voilà, donc c'est pour ça que la localisation est essentielle. C'est vrai, quand vous êtes dans les grands centres urbains, à Marseille, à Nice, à Montpellier, Bordeaux, Paris, voilà, vous aurez toujours des personnes, mais peut-être pas tout au long de l'année. Parfois, c'est plus intéressant de partir sur la location plus longue durée à titre de résidence principale. Alors justement, on continue le match. Là. On est près de Roland-Garros. Là, alors deuxième set sur la durée. Le deuxième set sur la durée. Alors dans un meublé résidence principale, vous devez signer un bail de 3 ans, sauf exception, alors que dans le meublé touristique, vous signez pour une durée d'une semaine, d'un week-end. Oui, durée du bail d'un an en résidence principale, mais tacitement renouvelable, et des durées beaucoup plus courtes, alors en meublé touristique. Location, résidence touristique, il emporte. Alors sur les congés, troisième set. Alors, congé, lorsque vous êtes en résidence principale, vous êtes obligé de motiver le congé que vous donnez à votre locataire, soit parce que vous voulez vendre le bien, soit parce que vous voulez l'occuper. En meublé touristique, de toute façon, le congé, il est prévu dès la signature du bail, puisque vous vous engagez pour une durée déterminée. Donc là aussi, location touristique. Congé par le bailleur, c'est la location résidence touristique, il l'emporte. Sur un autre point qui est l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, donc, qui s'applique dans la plupart des grandes agglomérations, qui concerne quand même 1500 communes. Vous êtes soumis à l'encadrement des loyers en meublé résidence principale, mais pas en meublé touristique. Donc là encore, le vainqueur est le meublé touristique. Alors, on va regarder, voilà, encadrement des loyers, effectivement, c'est la location pour la résidence touristique. Vous continuez à poser vos questions en direct sur le Facebook Live du Figaro. Autre point, le match est fini? Non, parce qu'il y a encore le point sur le plafonnement des loyers qui, pour l'instant, ne concerne que Paris et Lille, mais qui pourrait s'étendre à d'autres villes. Alors là aussi, meublé résidence. C'est pas sûr que ça s'étende. En tout cas, il y a toutes les autres. Le président Macron a dit qu'il allait uniquement garder pour Paris et Lille, voire après potentiellement évaluer la mesure, mais qu'il n'irait pas plus loin. Enfin bon. En tout cas, Paris et Lille, donc meublé résidence principale, on est soumis au plafonnement des loyers, ce qui n'est pas le cas en meublé touristique. Donc là encore, le gagnant est le meublé touristique. Mais là, alors, où tout change, c'est concernant les formalités administratives. Pourquoi ça change? Ça change parce que c'est beaucoup plus contraignant, on l'a vu au début, de transformer un logement classique en meublé touristique, puisqu'on change d'usage et qu'on a assimilé un local commercial, c'est-à-dire une chambre d'hôtel plus ou moins, donc avec toutes les contraintes qu'on a vues précédemment. Donc au final, on voit, dernier échange, en tout cas formalité administrative, c'est la location résidence principale qui l'emporte, absolument. D'ailleurs, est-ce qu'en location en résidence touristique, on paye une taxe de séjour ou Bien sûr. Comme pour un hôtel. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Airbnb s'engage maintenant à reverser cette taxe de séjour à Paris, du moins. Oui. Et donc Valérie, on va commenter, on va voir maintenant le tableau qui récapitule un petit peu justement ce match. Voilà. Il est sans appel. Voilà, sans appel. Oui, donc, il y a certaines choses quand même. Alors Maud Welter, oui, allez-y, bien sûr. Non, juste par rapport à l'encadrement des loyers en résidence principale, effectivement, on est concerné par l'encadrement des loyers. Maintenant, la loi Allure a bien prévu qu'on pouvait
ajouté un complément de loyer pour tenir compte de la qualité des équipements et des services qui étaient proposés avec le logement. Donc, on peut du coup dépasser le loyer encadré si on a un équipement haut de gamme, sachant que en résidence principale, la liste des équipements immobiliers qu'il faut en principe fournir est vraiment une liste à minima. Et donc, si on équipe parfaitement bien son appartement avec de l'électroménager, une connexion Internet, enfin tout un ensemble d'équipements qui sont attendus des locataires, on peut facilement mettre en place un complément de loyer puisque c'est justifié. Et dans ce cas-là, on n'est plus concerné par l'encadrement des loyers. Oui, ou simplement si on a une vue sur la Tour Eiffel ou sur l'esplanade des Invalides, en plus de l'équipement haut de gamme. Et Jérémy voudrait savoir comment justement on déclare ces revenus locatifs justement aux impôts. Alors, Ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Oui. Et il y a deux régimes qui existent. Le régime micro-BIC qui va s'appliquer par défaut si les revenus tirés de la location meublée sont inférieurs à 33 200 € par an. Donc ça concerne la plupart des propriétaires. On voit à l'image voilà. justement la déclaration d'impôt. À ce moment-là, le propriétaire va être imposé sur les revenus, mais va bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50%. Oui. 71% s'il a fait classer son bien meublé de tourisme, qui est un des intérêts d'obtenir ce classement meublé de tourisme. Et puis autre régime qui là va être intéressant la plupart du temps, dans 85% des cas, c'est un régime qui est beaucoup plus intéressant, c'est le régime réel, où là on va déduire des revenus locatifs l'ensemble des charges pour leur montant réel et justifié, et qui va permettre en plus d'amortir la valeur du logement. Et donc là, finalement, on arrive, en optant pour ce régime réel, à ne pas payer d'impôts pendant au moins une dizaine d'années sur les revenus de la location meublée. Donc c'est vraiment ce régime fiscal qui est extrêmement intéressant. Après, il faut savoir que c'est un peu plus compliqué à déclarer. Au niveau de la déclaration, il y a un peu plus de... Voilà, il faut faire un tableau des amortissements, un bilan simplifié. Mais il existe des formules comme, par exemple, je déclare mon meublé.com qui aide le propriétaire de façon tout à fait sécurisée à remplir cette déclaration et à la télétransmettre au service des impôts. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se dire non, je n'opte pas pour le régime réel parce que c'est trop compliqué. Il existe des solutions pour aider les propriétaires à déclarer leurs revenus de location meublée. Valérie, il y a beaucoup de questions justement à la fois de lecteurs ou d'internautes aux particuliers. Vous travaillez pour le particulier justement sur ces questions. Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Est-ce que ça revient souvent ou pas? Alors, il y a des saisonnalités, des périodicités dans l'année sur la déclaration, mais globalement, en effet, sur le régime de la location meublée, c'est quand même des questions récurrentes des lecteurs, oui. D'accord. Parfait. On va passer à la part un peu de rêve, c'est ça aussi, l'immobilier, Ludovic, avec, on va voir à travers le monde, justement, des locations touristiques saisonnières qui sont complètement atypiques, voire insolites. C'est insolite en effet. Alors déjà, il faut faire la distinction entre coup de com' des Abritel et Airbnb et véritable location atypique. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant l'Euro 2016, par exemple, Abritel vous proposait de résister durant une certaine période au premier étage de la Tour Eiffel. Il l'avait aménagé en appartement. Et à côté de ça, Airbnb proposait à un moment justement de pouvoir loger dans un habitat sous-marin à l'intérieur d'un aquarium infesté de requins. Donc ces deux locations-là, ces deux habitats-là, si vous les cherchez, vous ne les trouverez plus. C'était des opérations de communication. Alors, on a trouvé des belles choses pour vous. On a trouvé des belles choses pour vous. La première, justement, on l'a trouvée à Londres. Du côté de la gare de Saint-Pancras, je dirais même dans la gare de Saint-Pancras. Vous pouvez loger dans la tour de l'horloge. On voit l'image. On la voit à l'image justement pour 180 € de la nuit. Alors ce qui est assez formidable, c'est que finalement c'est pas si cher que ça pour les prix de Londres. Et on a cette espèce d'ambiance à la Harry Potter. Sublime fenêtre. Ça doit être pris d'assaut à ce prix-là, non? Ah bah je suppose, oui, je suppose que c'est difficile de justement de la réserver. Alors effectivement, si vous ratez votre train, là par contre, vous êtes impardonnable. Et donc voilà, on a cette espèce d'ambiance particulière. On peut également aller du côté de Rotterdam, aux Pays-Bas, d'accord, où là, on va trouver un appartement assez atypique. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des angles, au niveau du fait que ce soit extrêmement mansardé. On voit des murs, oui. Ouais. C'est parce qu'en fait, vous êtes dans un appartement cubique. En fait, c'est une construction qui date des années 70, qui a été faite par un architecte qui s'appelle Pete Bloom. Et l'idée, c'est qu'il voulait faire un ensemble immobilier en forme de forêt, avec des cubes
qui seraient les appartements et qui justement sont très particuliers dans la construction. Je croyais qu'on était dans un haussmannien sous les combles, mais en fait pas Absolument du tout. pas, absolument pas. Ensuite, on va au Mexique. On va au Mexique avec mon coup de cœur, justement la fameuse maison coquillage qui se trouve à la Isla Mujeres. Sublime. Elle est magnifique. Bon, 280 € la nuit. Attention au micro. Attention juste au micro. C'est 280 € la nuit. Donc voilà, vous avez tout l'univers marin qui est à l'intérieur, un statuaire en forme de poisson, des murs extrêmement blancs. En fait, vous avez l'impression de dormir à l'intérieur d'un coquillage, et c'est assez fabuleux. Bon, ça, sans requin. Sans requin pour Ça, le coup. c'est magnifique, mais c'est à l'étranger. Alors, est-ce qu'en France, vous avez fait une sélection? On a aussi des choses en France. On en a pour beaucoup moins cher, pour 90 €. Je vous emmène dans une grotte en apparence. Faut savoir qu'à l'intérieur de cette maison troglodytique, je me suis pas trompé. Préhistorique, là. Préhistorique, mais tout confort à l'intérieur, le Wi-Fi, petit déjeuner inclus, et pour uniquement 90 € la nuit du côté d'Amboise. On est à quelques kilomètres du Clos Lucet, donc en plus vous avez des activités culturelles à côté, donc c'est plutôt sympa. Très bien. Ensuite. Et ensuite, je vous emmène du côté de la Côte d'Azur, cette fois à Saint-Genès, dans un château. Pas n'importe quel château, 1000 mètres carrés de surface, une salle de fitness, un spa, une quinzaine de chambres. À votre avis, le prix pour la nuit, c'est combien? 15 chambres. Ouais. Combien enfin, le domaine, combien d'hectares? Le 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. de personnes. La nuit. 2000. 6 000 €. Plus. Ah oui, C'est 10 000. plus. Ouais. Je suis, Maud Velter, une prononciation. 15 000. L'essai. 15 000. On est à 10 000. On est même à 13 000 €. Ah ouais. 10 000 Pour être € exact. la nuit. 13 000 € la nuit. 13 000. Alors, 13 000 € la nuit. Donc bon, effectivement, vous allez peut-être pas passer vos vacances là-bas. Mais il faut savoir que justement, sur les sites de location saisonnière, il y a énormément d'habitats assez atypiques comme ça, des maisons, des cabanes dans les forêts, des maisons en forme de bambou pour pas cher du tout. Donc je conseille aux internautes qui nous regardent d'aller y jeter un coup d'œil, quoi. Voilà, merci infiniment. On a vu également aussi défiler pas mal d'articles qui renvoient. En tout cas, merci infiniment pour vos précieux conseils. Merci à l'invité, Maud Velter. Merci à vous. Le GIS, merci Quentin Périnel. Merci Olivier. Merci Ludovic Lérima, Valérie Valentin. Vous pouvez, pour aller plus loin, évidemment, consulter le Figaro Immobilier. On va voir défiler quelques articles là en ligne, en fait, voilà, qui traitent notamment 6 chiffres pour savoir ce que pèse Airbnb, la location touristique à Paris. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, ça c'est sur le Figaro Immobilier, également des articles sur Explorimo, des articles également sur le Paris particulier. J'allais dire le Parisien, non, c'est le particulier. On reste dans le groupe. En tout cas, merci infiniment. C'était une première, le Carrefour de l'Immo. À très bientôt. Merci.